Monsieur Tellier, merci d'avoir accepté notre invitation à venir donner une conférence à Angers. Et nous prenons un petit moment pour discuter d'un phénomène qui est finalement assez peu connu du grand public, qui vous a intéressé durant de longues années au sein de votre laboratoire à Rouen, puis aussi en collaboration avec un laboratoire clermontois, notamment celui de Marie-Odile Desbiais. Et ce phénomène peu connu, c'est des phénomènes de mémoire chez les plantes. Alors, on va y venir, mais je suis content que vous ayez mentionné le nom de Marie-Odile Desbiais, qui a été une expérimentatrice remarquable et sans qui cette histoire de mémoire sans doute n'existerait pas. Donc, pour revenir à notre problème, bon, d'abord, est-ce qu'on a le droit de parler de mémoire des plantes? Je pense que oui, parce que si l'on regarde les principaux dictionnaires de la langue française, ils définissent la mémoire comme étant la capacité de stocker une information et éventuellement de la rappeler une ou plusieurs fois. Bon, il est clair que ça correspond à nos mémoires à nous, mais y compris dans les dictionnaires, le concept est étendu au cas même de machines comme des ordinateurs, des calculettes, même à la notion de mémoire de forme de certains matériaux. Donc, dans la mesure où l'on arrivera à montrer que des plantes peuvent stocker une information et, dans de nombreux cas, la rappeler une ou même plusieurs fois, pourquoi ne pas parler de mémoire comme on le fait avec beaucoup d'autres systèmes? Alors, cette mémoire chez les végétaux, quelles sont les caractéristiques et notamment les points de similitude avec des animaux ou les points qui les différencient? Des points de ressemblance, c'est par exemple que lorsqu'il y a transfert de l'information dans la plante, c'est accompagné, disons, du transport d'une onde de dépolarisation électrique. La mémoire est très solide. Une fois stocké quelque chose, il est bien stocké et ce qu'on peut moduler beaucoup plus facilement, c'est le rappel, c'est-à-dire rendre la plante apte ou non à faire usage de cette information qui est stockée. Mais pour en arriver à cette mémoire solidement stockée, il y a une période de vulnérabilité qui correspond au fond à ce qu'on appelle la période de consolidation chez les animaux. Également le fait que chez les plantes, on a pu montrer qu'on pouvait rappeler à plusieurs reprises la même information stockée. Donc tout ça, ça ressemble. Mais il ne faut pas croire que c'est la même chose. Parce que ça se fait avec des organes qui sont complètement différents, pas du tout les mêmes chez les plantes et les animaux. Bon, tout le monde sait que les plantes n'ont pas de neurones, encore moins de cerveau, et c'est donc avec des cellules moins, comment dire, moins sophistiquées, moins évoluées, moins spécialisées, qu'elles réalisent ces phénomènes. C'est également des choses différentes qui sont stockées. Ah oui, ça c'est important. L'homme et l'animal, on stocke directement les signaux. Hein. On se rappelle qu'on a vu une lumière ou qu'on a entendu un son. La plante, non. Ce qu'elle stocke, on va le voir dans la description des expériences, c'est la réponse à faire à ces signaux. Aussi bien dans la réalisation de la mémoire que dans son but, dans la façon dont ça fonctionne, il y a des différences absolument fondamentales. Ouais. Et donc, il ne faut pas croire qu'on va pouvoir communiquer avec les plantes par l'intermédiaire de notre mémoire et de la leur. C'est deux mondes, en fait, qui sont différents. Voilà, alors ce qui n'est pas surprenant, puisque un animal, c'est un organisme qui n'est pas fixé à son substrat, donc qui est capable, lorsqu'il reçoit un signal, de s'adapter par exemple par une stratégie de fuite, donc il doit être très réactif, il doit avoir un réseau neuronal de réponse à ces stimulations très sophistiquées, alors qu'une plante, elle est fixée à son substrat, donc forcément, elle a une finalité très différente face aux signaux de l'environnement. C'est ça. Pour une plante, ce qui est vital,
c'est d'arriver à faire des réponses qui optimisent sa probabilité de survie dans l'environnement où elle est et qu'elle n'a aucun moyen de quitter. Voilà. Alors, sur le plan pratique, est-ce qu'on peut revenir sur la manière dont peuvent se mettre en évidence ces phénomènes de mémorisation chez les plantes? L'une des expériences les plus faciles pour mettre en évidence cette aptitude à la mémorisation, c'est les expériences qui ont été faites sur l'élongation de l'hypocotyle chez l'habitant. Quand la plante germe, dans les jours qui suivent la germination, l'hypocotyle s'allonge de plusieurs centimètres. Et cet allongement est assez indifférent au milieu dans lequel on cultive les plantes. Pendant ces quelques jours, hein, c'est tout. Après, évidemment, ça devient très important. Mais pendant ces quelques jours, l'allongement se fait à peu près de la même façon que la plante soit sur un milieu nutritif classique dilué, soit Marie-Odile le faisait carrément sur de l'eau. En revanche, si vous faites une stimulation, et dans le cas de Marie-Odile Desbiais, elle faisait par exemple 4 piqûres d'épingle sur les cotylédons. Si vous faites une stimulation, l'effet de la stimulation va dépendre beaucoup de la nature du milieu. Si vous faites la stimulation pendant que les plantes sont sur le milieu nutritif, il ne se passe rien, l'élongation est normale. Si vous faites la stimulation quand vous avez transporté les plantes sur de l'eau, alors la vitesse d'élongation est inhibée avec ce signal de piqûre, est inhibée d'environ 25%. Maintenant, vous pouvez faire l'expérience dans l'autre sens. C'est-à-dire, vous faites la stimulation pendant que la plante est sur le milieu nutritif, il ne se passe rien. Il se passe rien. Et puis, un jour plus tard, 2 jours plus tard, vous transportez les plantes sur l'eau distillée, immédiatement, l'inhibition d'élongation de l'hypocotyle se manifeste. Autrement dit, il ne s'est rien passé, sauf que la plante, entre guillemets, se rappelle parfaitement qu'elle a subi une stimulation. Et dès qu'elle est dans des conditions où elle est apte à faire état de cette stimulation, eh bien, elle s'en sert. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a en réalité 2 fonctions, une fonction stockage de la stimulation et une fonction qu'on appelle recall en anglais, bon, ça veut dire rappel, pour nos mémoires à nous, on dirait évocation, hein. Donc une fonction rappel qui revient à dire que la plante peut faire usage de l'information qui a été stockée. Et on montre facilement que ces 2 fonctions sont indépendantes parce que vous pouvez faire commuter la fonction sto avant la fonction recall ou la fonction recall avant la fonction sto, mais c'est seulement quand les 2 seront en position on utilise le mot anglais, que l'inhibition va se manifester. Une possibilité que je vois, lorsqu'on aura bien compris le fonctionnement des 2 sto et RCL, imaginez que la plante ait stocké une information défavorable, suite, je ne sais pas, à une sécheresse. Ou une attaque de pathogène, par exemple. Ou une attaque de pathogène. Bon. Si on est capable de manipuler la fonction RCL, on peut très bien se débrouiller pour qu'elle ne rappelle jamais cette information qui, a priori, sera défavorable à son développement. Ou au contraire, provoquer son rappel si ça constitue un programme de lutte contre le pathogène, par exemple. Le pathogène. Hein. D'accord. Donc ça ouvre des perspectives assez extraordinaires, quand même. Oui, si, bon. Mais sous réserve de comprendre les mécanismes. Comme vous disiez, on en est au point où on ne comprend pas encore très bien comment ça marche. Quand on aura bien compris, c'est comme toujours en science, hein. Il faut arriver à comprendre les processus, et puis après, les applications, disons, viennent quasiment toutes seules. Voilà, donc de belles perspectives. Oui, oui, et du travail pour plein de gens. Ceux qui sont plutôt biologistes moléculaires, ceux qui sont plutôt physico-chimistes, tout ce monde-là, et puis les écologistes qui commencent à s'y intéresser beaucoup,
parce que ils y voient la possibilité de comprendre comment la plante, au fond, réussit à faire l'allocation, disons la distribution de ses ressources, qui sont le plus souvent limitées, entre les différentes exigences. Sa croissance, il faut qu'elle croisse assez vite pour ne pas être surclassée par d'autres plantes qui lui bloqueront la lumière. Il faut qu'elle se défende aussi. Mais il faut aussi qu'elle se défende. Donc qu'elle détourne une partie de son métabolisme pour fabriquer des toxiques qui vont décourager les herbivores. Oui. Et on a du mal à comprendre ces adaptations si on ne peut pas tenir compte qu'elle est capable de mémoriser un certain nombre de choses de façon à faire une réponse intégrée à ces différentes nécessités.